Vous êtes sur Radio Sputnik. Le sommet du G20 à Brisbane, en Australie, s'est terminé et il est temps de commenter les documents adoptés, l'ambiance au forum. Les jugements des experts sont parfois polaires. Cela est dû, en premier lieu, au contexte géopolitique compliqué, la crise en Ukraine ayant servi de prétexte aux leaders occidentaux pour indiquer sa place à la Russie. Le sujet ukrainien n'a pas été mentionné au débat officiel ni dans les décisions adoptées au sommet, mais il a été à l'ordre du jour des pourparlers bipartites du président Vladimir Poutine avec ses homologues occidentaux. L'accueil glacial des dirigeants occidentaux au président russe Vladimir Poutine à Brisbane a creusé le fossé entre la Russie et les Occidentaux sur le conflit ukrainien, ont estimé lundi les médias russes. L'interlocuteur permanent de notre observateur Igor Yazon, le géopoliticien belge Luc Michel, administrateur général de l'ONG, animateur d'ODTV et Afrique Média, a dit en particulier à ce sujet par téléphone de Bruxelles. Écoutez, Igor, tout d'abord, il faut comprendre que le G20, ça a été l'occasion, et c'est toujours l'occasion, d'une grande bataille médiatique, où s'opposent, d'une part, la vision russe et la vision des amis de la Russie. Il y en a beaucoup en Europe occidentale, il y en a beaucoup en Afrique. Et à côté de ça, il y a la vision, évidemment, des Américains et du bloc atlantique, qui est reprise. On a l'air d'assister, d'ailleurs, au fait que le G20 a surtout été conçu par les Occidentaux comme une démonstration de force contre la Russie, et une démonstration de force, je m'en expliquerai, qui pour moi a échoué. Ça a commencé tout d'abord par une préparation avant le G20. Essentiellement, l'attaque contre la Russie a été menée par les puissances anglo-saxonnes, c'est-à-dire la Grande-Bretagne, l'Australie. Il y a eu une attaque extrêmement brutale de David Cameron. Il y a eu, ce qui était plus grave, de grosses attaques du Premier ministre australien Abbott, en sachant que, étant la puissance invitante du G20, il a brisé tous les usages diplomatiques en attaquant Poutine avant même de le recevoir. Qu'a dit Abbott, qu'a dit Cameron, c'est que Poutine avait un comportement de dirigeant soviétique. Il a été attaqué sur la gestion de la crise ukrainienne, la Russie étant accusée d'attaquer les plus petits que soi. Tout ça au moment où l'armée ukrainienne, évidemment, bombarde des dizaines de villes du Donbass et s'apprête, concentre des forces pour une offensive. Le Premier ministre australien, qui est partie prenante dans l'affaire du crash du vol MH17 d'Air Malaysia, a de nouveau attaqué la Russie en disant que Poutine devait s'expliquer pendant le G20 et devrait rendre des comptes. Les tabloïds australiens se sont déchaînés contre la Russie. On a vu notamment le principal, c'est en fait une trash presse, une presse de caniveau. On a vu en pleine couverture un ours russe décoré de décorations soviétiques se battant contre un kangourou boxeur. Ça vous donne le ton et la violence de la presse. À la descente, à l'aéroport, il y avait des manifestations. Ça, on ne l'a pas montré, on ne l'a presque pas montré. Ces manifestations, évidemment, sont faites par un public, visiblement, des associations anti-puces australiennes. Et donc, voilà l'ambiance. Poutine arrive au milieu de tout cela et on passe au round 2. Le round 2, qu'est-ce que c'est? Officiellement, les Australiens sont polis et hypocrites. Tout le monde a vu les photos de Poutine avec les koalas, etc. Mais dans la pratique, le G20 est organisé pour isoler la Russie. Il y a même une photo de groupe où le protocole a placé Poutine en bout de fil à l'extrême gauche, comme s'il était rejeté par tous les autres. Le président Poutine a pris tout ça avec le sourire, mais à un moment donné, il s'est dit qu'il fallait arrêter, et donc il est parti avant le dîner de gala et avant la rédaction et la lecture du communiqué final. En usage diplomatique, ça correspond à donner une gifle. Une fois Poutine parti, évidemment, il a bien fallu constater, et ça c'est la réalité, c'est que le G20 n'a servi à rien. À partir du moment où la Russie, qui est quand même une des 5 puissances du Conseil de sécurité, qui est la 2e puissance militaire mondiale, qui fait jeu égal en tant que puissance nucléaire et qui a un territoire immense, ne participe pas au communiqué final, le G20 n'a servi à rien. C'est pour ça que vous pourrez voir, à part de belles paroles, il n'y a pas de décision, il n'y a pas de choses qui ont été tranchées sur le climat, sur Ebola, etc. Une fois Poutine parti, on passe évidemment au round 3 de la campagne médiatique et là intervient toute la presse de l'Europe occidentale et la presse française singulièrement. On raconte que Poutine a été isolé, que, ce qui est complètement faux, même les BRICS et la Chine l'ont laissé tomber. On raconte évidemment que Poutine est devenu un paria. C'est le titre de Libération aujourd'hui. Ils font la couverture sur Poutine le paria. Tout ça, c'est ce qu'on appelle de la gesticulation médiatique. Dans la pratique, avant le
sommet du G20, il y a eu le sommet de l'APEC, par exemple, pour les puissances asiatiques, et il y a visiblement un accord entre la Russie, la Chine et les BRICS pour contester économiquement la domination américaine. Ça, c'est la réalité. Il y a quelque chose dont n'ont pas tenu compte tous les commentateurs et dont n'ont pas tenu compte les Occidentaux, ce sont les deux grandes interventions médiatiques de Poutine avant le G20. Il y a eu tout d'abord le grand discours au club de Valdai, où Poutine a expliqué que la main était ouverte aux Européens. Il a parlé même de la création d'un grand espace économique unifié de l'Atlantique au Pacifique, mais il a ajouté, la Russie n'acceptera plus de ne pas être respectée. Il a mis en cause la domination mondiale unipolaire des États-Unis. Il a prôné un monde multipolaire et il a ouvertement posé la Russie en challenger des États-Unis. Deuxième avertissement, ça a été deux interviews juste avant le G20. Il y a la grande interview à l'agence Itartas où il parle de l'économie mondiale, où il explique que la Russie est encore prête à prendre sa part dans l'économie globalisée, mais où vous comprenez très bien qu'il explique que la Russie entend choisir sa voie, comme elle a choisi sa voie en politique, etc. La deuxième partie de l'intervention, c'est la grande interview à la chaîne de télévision ARD allemande. Malheureusement, elle n'est encore disponible qu'en allemand et elle n'a pas eu l'impact qu'elle aurait dû avoir dans l'Europe occidentale. Il y a de très mauvaises traductions françaises résumées. En pratique, pourquoi a-t-elle été faite en allemand? Parce que visiblement, Poutine s'y adresse à Madame Merkel. Que dit Poutine dans son interview? Il parle de toute série de choses, mais il parle surtout des sanctions. Il dit, si les sanctions doivent continuer, le premier pays qui va en pâtir, ça va être l'Ukraine. Et il explique ce que personne ne savait. Moi-même, qui suis un expert, j'ignorais ça. Il y a eu 23 milliards de dollars prêtés par les banques russes à des banques et à des firmes ukrainiennes. Les banques sont généralement en défaut d'honorer leurs obligations. Il y a le prêt de 3 milliards de dollars qui a été accordé à Yanukovych juste avant qu'il soit renversé et qui a été payé. Mais ce prêt a une clause. La clause, c'est que le déficit de l'Ukraine ne peut pas atteindre 60% du PIB. Ils sont largement au-delà. Poutine explique que la Russie est en droit, c'est le contrat signé par l'Ukraine, de se faire rembourser immédiatement. Tout ça veut dire que si les sanctions continuent, la Russie est en position de mettre immédiatement l'Ukraine en faillite, y compris devant ses protecteurs du Fonds monétaire international. Poutine dit donc qu'il est temps d'arrêter le jeu. Nous devons maintenant arrêter les sanctions, retravailler ensemble. Mais si vous voulez continuer, nous sommes prêts. Deuxième avertissement économique, c'est l'avertissement lancé à la France. Vous savez que la France refuse de vendre les navires Mistral. Le premier aurait dû être livré d'ailleurs cette semaine. Les Français tournent autour du pot, comme on dit en français, c'est-à-dire qu'ils sont partagés entre les conséquences économiques pour la France, c'est-à-dire la faillite probablement des chantiers navals de Saint-Nazaire, la colère des syndicats dans la rue qui ont déjà averti Français, et évidemment les pénalités, puisque c'est un contrat, les Mistral, et un contrat qui était payé d'avance. Les Russes ont payé plus de 2 milliards de dollars. Si les bateaux ne sont pas livrés, la France va non seulement devoir rembourser, mais devant les tribunaux, il n'y a aucun doute qu'elle va être condamnée à d'énormes indemnités, sans oublier le préjudice pour l'image de la France, puisque tout le monde sait aujourd'hui que la France n'est plus un fournisseur non seulement d'armement, mais aussi de fournitures stratégiques comme les centrales nucléaires fiables. On sait que la France ne tient pas sa parole et qu'elle est directement soumise aux pressions américaines. Ça, c'est le deuxième avertissement. Poutine a rencontré Hollande au G20. Ils n'ont pas parlé des Mistral, officiellement. C'est ce qui se dit. L'entretien était visiblement glacial. À la fin de l'entretien, Hollande, pendant la conférence de presse, a tenu un langage, ce qu'on appelle la langue de bois, c'est-à-dire qu'il n'a fourni aucune réponse cohérente. Avant le G20, le Premier ministre Valls avait dit que personne ne contraindrait la France à prendre une décision hors elle-même. Il visait à la fois les Russes et les Américains. Voilà donc l'ensemble de la situation. Le G20, en fait, il confirme ce qui s'est passé depuis maintenant 3 semaines au niveau de la diplomatie mondiale, c'est-à-dire qu'il y a une confrontation Russie-Occident, Russie-États-Unis, Russie-OTAN. Le cœur de cette confrontation, c'est l'Ukraine, et les positions ne sont pas en train de s'accorder. Sur le dossier ukrainien lui-même, qui explique la colère des Occidentaux au moment du G20, ça a été évidemment les élections dans les républiques de Donetsk et de Lugansk, la validation de ces élections qui ont été jugées respectables
par le ministère des Affaires étrangères russe, leur validation par une mission internationale de monitoring auquel mon ONG EOD a participé avec d'autres et auquel la Douma a participé officiellement. Et évidemment, l'étape suivante, c'est la préparation des deux côtés de la ligne de cessez-le-feu, donc au Donbass, la préparation visiblement pour une offensive de l'armée ukrainienne. L'armée ukrainienne a acheté actuellement pour plusieurs centaines de millions de dollars d'armement, alors que l'État ukrainien est quasiment en faillite. Et alors, de l'autre côté, évidemment, du côté de l'armée du Donbass, on s'apprête à faire face à l'offensive. Donc la situation, elle est bloquée militairement, elle est bloquée diplomatiquement. Ce qui est plus grave, c'est ce qui se passe au niveau même de ce qu'on a appelé les accords de Minsk. Je fais toutes ces dérogations, Igor, parce que tout est lié. En fait, le G20, ça a été la manifestation de la mauvaise humeur occidentale sur tous les dossiers bloqués, parce que la Russie ne s'est pas laissée faire. Au niveau des accords de Minsk, rien n'a bougé. L'Ukraine, de facto, elle est en train de reconnaître la séparation avec les républiques de Donetsk et de Lugansk. Elle est en train de retirer ses tribunaux, son administration virtuelle. Elle est en train d'arrêter les accords bancaires et elle va arrêter le versement des pensions. Ça veut dire que l'Ukraine officiellement reconnaît que le Donbass ne fait plus partie du territoire ukrainien. C'est ça dans la pratique. Au niveau, la dernier élément de toute cette confrontation, c'est les attaques directes de la Russie sur l'OSCE. L'OSCE, c'est la grande organisation qui est issue des accords d'Helsinki, mais pendant les années 90 où la Russie s'était effacée militairement et diplomatiquement, ce sont les années Helsinki où la Russie est humiliée. L'OSCE, en fait, en pratique, est devenue une organisation aux mains des puissances occidentales. Eh bien, cette fois-ci, ouvertement, il y a 4-5 jours, le ministère des Affaires étrangères russe a attaqué l'OSCE, lui reprochant en Ukraine de ne servir que le gouvernement de Kiev, et ce qui est plus grave, de fournir des renseignements militaires unilatéraux à Kiev sur les positions militaires de l'armée du Donbass. Voilà donc la situation. Le G20, si je peux m'exprimer dans une phrase pour le résumer, ça a été la pointe immergée de l'iceberg. C'est en fait l'iceberg de la confrontation. La presse occidentale parle d'ambiance de guerre froide. La presse russe, comme d'habitude, elle a un très grand sang-froid, mais c'est un langage diplomatique. C'est-à-dire que officiellement, Poutine lui-même l'a dit, le G20 ne s'est pas mal passé. Officiellement, les discussions étaient positives. C'est de la poudre aux yeux diplomatique. Il faut pas oublier que dans le discours de Valdai, il y a un passage où Poutine explique que le langage de la diplomatie est le langage du mensonge. Là aussi, c'est un avertissement qui n'a pas été compris des Occidentaux. Et donc, mon analyse finale, Igor, c'est que depuis maintenant une décennie, la guerre froide a repris pas à pas, et je pense que nous allons entrer dans une guerre froide ouverte, avec une confrontation et une composition du paysage politique qui rappelle un peu les années 80. Ça sera ma conclusion. Vous savez que dans les années 80, il y avait le bloc soviétique, avec ses appuis du tiers-monde, notamment en Afrique. Il y avait le bloc atlantiste, et au sein du bloc atlantiste, il y avait une très grande mouvance qui était celui des pacifistes, des neutralistes et des amis de la Russie. Moi, dans les années 80, avec mon parti politique, le PCN, nous faisions campagne en France et en Belgique contre l'installation des euromissiles. C'est l'époque où en Belgique ou en Allemagne, il y avait des centaines de milliers de gens dans la rue. Eh bien, on est revenu dans cette configuration-là. Il y a un bloc russe, puisque l'unification eurasiatique, donc l'Union économique eurasiatique, le groupe de Shanghai, l'OTSC, etc., c'est on peut dire, une recomposition, mais dans un autre temps, de ce qu'était le bloc du pacte de Varsovie. En face de ça, il y a un bloc atlantiste qui comprend les États-Unis, l'Union européenne, etc. La Russie a de nouveau de très grands appuis dans l'ancien tiers-monde. Elle a des appuis en Amérique latine. Tout le bloc latino de gauche. Elle a d'immenses appuis en Afrique. Vous savez que moi, j'anime un lobby pro-russe en Afrique, en africain. Eh bien, nous sommes stupéfaits nous-mêmes de l'audience que la Russie et que le président Poutine ont en Afrique depuis 5 à 6 mois. Et il y a maintenant en Europe occidentale, et vous donnez souvent la parole à des représentants de ce bloc sur Russia-Ségonia sous la voie de la Russie, il y a en Europe occidentale maintenant une frange importante de l'opinion publique qui est en faveur de la Russie et de Poutine et contre les États-Unis. C'est très important en France, en Belgique, particulièrement en Allemagne. Vous savez qu'au moment de la crise de Crimée, il y a eu un sondage qui a été mené en Allemagne. 82% des Allemands appuyaient la politique russe et désavouaient Mme Merkel. Ça, c'est la configuration actuelle. C'est une configuration, évidemment, de guerre froide. Moi, je ne pense pas, c'est mon avis, que ce soit mal. Le discours de Valdai du président Poutine
a soulevé un immense espoir dans le monde. Il faut savoir ça. Moi, j'ai fait 2 émissions spéciales, une en français, une en anglais, pour la grande télévision panafricaine Afrique Média, où j'ai expliqué et analysé le discours de Valdaï. Et puis, nous l'avons donné intégralement en version anglaise et en version française. Eh bien, c'est un des plus hauts taux d'audience que nous ayons eu. Il y a nos correspondants en Amérique latine, etc., sont enthousiasmés par le discours de Valdaï, par la vision du président Poutine d'un monde multipolaire, par la contestation de la domination mondiale américaine. Et donc, le rôle de challenger de la Russie ne peut pas s'épanouir dans un monde, je dirais, tiède, où il y ait une fausse collaboration entre les Occidentaux et le reste du monde. De la confrontation naîtra justement la contestation du nouvel ordre mondial. Cette contestation, elle a commencé en Crimée, elle s'est poursuivie au Donbass, et maintenant elle va s'étendre, je pense, dans de nombreuses régions du monde. Voilà donc ce que le G20 a manifesté, Igor. Retrouvez cette interview recueillie auprès de Luc Michel sur notre site à l'adresse www.french.ruver.ru.